L'actualité ce dimanche est marquée par la célébration aujourd'hui 1er novembre de la Toussaint, événement commémoré par les fidèles catholiques en l'honneur de tous ceux qui ont vécu selon l'évangile et les commandements de Dieu. Dans ce journal, le tour de quelques paroisses. En économie, focus ce soir sur le retour à la bonne santé de l'économie ivoirienne. Plusieurs indicateurs le confirment. Dernier en date, l'indice Doing Business de la Banque mondiale. Le pays a gagné 5 places dans le classement. Analyse à suivre. Le Fonds monétaire international FMI renforce le système sanitaire ivoirien, cela à travers des ambulances médicalisées multifonctionnelles. Première région sanitaire à recevoir l'ambulance, celle du Bélier. Et puis, à l'étranger, l'avion de ligne russe qui s'est écrasé avec 224 personnes à bord hier s'est disloqué dans les airs avant de toucher le sol, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions. Information donnée ce dimanche par le chef des experts aéronautiques russes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition. Aujourd'hui, 1er novembre, marque la célébration de la Toussaint, événement commémoré par les fidèles catholiques en l'honneur de tous ceux qui ont vécu selon l'évangile et les commandements de Dieu. L'une de nos équipes a fait le tour de certaines paroisses. Grâce Kando. L'Église catholique romaine célèbre ce dimanche 1er novembre la fête de la Toussaint, qui est un hommage à tous ceux qui ont vécu selon l'Évangile et qui sont dans la félicité de Dieu. Dans le diocèse d'Abidjan, l'événement a été aussi commémoré. Dans les paroisses Notre-Dame de l'Incarnation et Saint-Pierre dans la commune de Cocody, prières et exhortations ont été les temps forts de cette célébration. Donc nous célébrons tous ceux et celles, hommes et femmes, qui ont mis leur pas dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ et qui ont vécu les valeurs évangéliques. Les saints ne sont pas des hommes extraordinaires, c'est ceux qui dans le quotidien ont accepté d'aimer leurs frères, accepté de marcher à la suite du Christ. Cette année, c'est l'année de la miséricorde, le jubilé, et donc nous sommes invités à faire aussi transparaître, à témoigner de la miséricorde de Dieu auprès de nos frères et sœurs. Il faut signaler que tout fidèle peut être appelé à la sainteté. Pour nous, cette fête constitue une véritable catéchèse pour nous chrétiens parce qu'elle nous montre que nous avons tous vocation à la sainteté. Et donc, nous devrons vivre un peu comme tous ces premiers chrétiens qui ont vécu dans la charité, dans l'amour les uns envers les autres. Dans nos familles, il y a des gens qui ont vécu, que parfois qu'on ne compte pas, mais qui sont des saints. Après la fête de la Toussaint, place est faite à la commémoration des fidèles défunts le 2 novembre. Par anticipation, les fidèles de la paroisse Saint-Pierre de Blocos se sont rendus au cimetière ce dimanche pour poser des gerbes de fleurs sur les tombes. Nos parents avec qui nous avons vécu, les liens qui ont été tissés sont des liens d'amour et l'amour est éternel. C'est un devoir pour nous, pour montrer à ces parents qui nous ont dévancés que leurs souvenirs ne passent pas dans l'oubli, mais que nous vivons en unité avec eux, nous vivons en amour avec eux. Nous venons déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de notre maman pour lui témoigner notre affection et notre amour et ensuite prier pour que le Seigneur lui accorde le repos éternel. La fête de la Toussaint terminée, l'Église catholique va célébrer la fête du Christ roi qui marque la fin de l'année liturgique le 22 novembre prochain. À Boaké, les fidèles chrétiens catholiques ont également commémoré la fête de Toussaint. Des prières ont été dites dans plusieurs lieux de culte. Le témoignage d'Hassan Khan est commenté par Kader Sogodogo. À Boaké, les fidèles catholiques sont sortis nombreux pour prier dans toutes les paroisses. Occasion pour les célébrants de rappeler les fondements de cette fête. Tous les saints que l'Église a retenus sont des êtres fragiles qui avaient aussi leurs faiblesses. Mais ce sont des êtres fragiles qui ont accepté d'être habités par l'amour de Dieu et de rayonner de cet amour autour d'eux. Et l'Église, en les célébrant, les donne comme exemple à tous les fidèles que nous sommes, afin que nous puissions, chacun, pour ce qui le concerne, rechercher quelle est la volonté de Dieu. La visite des morts au cimetière est également liée à la célébration de la fête. Cette année, à Boaké, grâce à une structure privée, le cimetière municipal a fait peau neuve. Des bouquets de fleurs ont été offerts. On a décidé quand même d'initier une action de propriété au niveau du cimetière de Boaké et puis éventuellement distribuer des gerbes de fleurs aux parents endeuillés. Une manière de leur apporter notre réconfort et notre solidarité à la commémoration de la Toussaint.
La Toussaint, faut-il le rappeler, est la fête des saints et non celle des morts qui a lieu le lendemain de la Toussaint. Et je rappelle qu'à l'occasion de cette fête de la Toussaint, la journée d'aujourd'hui a été déclarée fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire. Uniquement la journée de ce dimanche, demain, le travail reprend donc. Religion toujours avec cette autre séance de prière, cette fois à la mémoire des victimes du drame survenu suite à la bousculade à Mina à la Mecque. À Séguelon, dans le nord du pays, musulmans et chrétiens ont prié pour le repos des âmes des défunts. Teresta Peyoué. La terrible bousculade de la Mecque, on s'en souvient, a causé la mort de plus de 2000 fidèles musulmans, dont 52 Ivoiriens. Des prières sont organisées en leur mémoire à travers le monde. Récemment, à Séguelon, en Côte d'Ivoire, c'est une grande prière qui a été organisée par le préfet avec le soutien des cadres du département. Ils ont prié pour que Dieu, dans sa grâce et sa pitié, éloigne à jamais de la Côte d'Ivoire un tel drame. Djeneba Touré, maire de Séguelon, a invité les familles des disparus à se confier à Dieu, le seul qui peut consoler et fortifier les cœurs. Les religieux ont pour leur part prié pour l'union et la cohésion de Séguelon. L'église La Sainte Croyance de Côte d'Ivoire est née le 1er novembre 2002. Aujourd'hui, elle a 13 ans, occasion choisie par l'église évangélique de communier avec ses fidèles. Éric Goré, Franck Quadio. Les 13 années d'existence de l'église évangélique La Sainte Croyance de Côte d'Ivoire célébrées. Pour cette communauté religieuse, cette activité permet de communier et de rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ. Dans sa prédication, le révérend pasteur Sika Jean-Claude a demandé à ses fidèles de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Les 13 ans représentent pour nous le bonheur et le succès. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que plein d'âmes sont gagnées. Il y a les malades, il y a aussi les paralytiques, il y a aussi les fous, il y a aussi les gens qui étaient déprimés, d'autres qui étaient dans la tristesse. Toutes ces personnes sont gagnées. Aujourd'hui, donc, je bénis Dieu. Jésus-Christ représente la vie. Ce sont les paroles. Ceux qui ne croient pas, je leur dis de croire, de lire beaucoup la Bible et de se référer à Dieu pour avoir la vie sauve. La prophétesse Sika Apo Georgette, fondatrice de l'église La Sainte Croyance, a pour sa part insisté sur le respect de l'autorité. Le 1er novembre, un jour où le Seigneur m'a choisi de le célébrer, de le louer et de guérir les malades. Et depuis ce jour, dans la prière, Dieu les a sauvés. Et j'ai la joie, l'honneur en ce jour de glorifier le Seigneur. L'église évangélique La Sainte Croyance de Côte d'Ivoire a été créée suite à une révélation du Saint-Esprit selon les responsables. Sa mission, œuvrer pour la paix dans le monde. Économie à présent, à fin 2011, le taux de croissance de la Côte d'Ivoire tombait à moins 4,4%. Fin 2014, le pays affiche une croissance de plus de 9%. En consolidation des taux réalisés sur 3 ans, cette année encore, la Côte d'Ivoire maintient son évolution selon les prévisions, au point que plusieurs indicateurs de performance confirment le retour à la bonne santé de l'économie ivoirienne. Le dernier en date, l'indice Doing Business de la Banque mondiale, qui indique que le pays a gagné 5 places dans le classement. Dans l'analyse qui suit, Adama Koné revient sur les avancées, mais surtout les défis qui attendent l'économie du pays. 2015 aura été une année de reconnaissance internationale pour l'économie ivoirienne. Les indicateurs de performance des organismes internationaux d'évaluation de l'état de santé des économies et de l'environnement des affaires sont édifiants. 5 places de gagnées cette année dans le classement Doing Business, consolidant sa position. Intégration dans le top 10 africain des économies les plus dynamiques selon le Forum économique mondial. Classement parmi les pays ayant réalisé des progrès en termes de bonne gouvernance par l'indice Mo Ibrahim. La Côte d'Ivoire se fait remarquer de plus en plus dans l'économie africaine et partant internationale. La Côte d'Ivoire a été pendant 2 années consécutives dans les 10 premiers pays les plus réformateurs du monde. C'est effectivement de très bonnes performances. Comme l'a indiqué la Banque mondiale, ce bond de la Côte d'Ivoire est dû en grande partie à notre efficacité, à l'efficacité du système d'électricité en Côte d'Ivoire.
Comme vous avez constaté, les coupures ont été réduites de façon très importante et nous pensons qu'il y aura encore une forte amélioration à partir du 31 décembre 2015. Ces différentes performances sont en réalité un défi. De fait, il faut tenir son rang et faire plus. Monsieur le Premier ministre va plus loin d'ailleurs. Lui, il ambitionne de placer la Côte d'Ivoire dans les 50 premiers pays du monde d'ici à l'horizon 2019 et nous pensons que c'est possible. Les défis sont importants et le processus de notation est un processus comparatif. Nous faisons des réformes. Les pays avec lesquels nous sommes en compétition font également des réformes. Parce que nous sommes dans un monde ouvert et chacun voudrait que les investissements les plus importants se réalisent chez eux. Mais que valent ces embellis macroéconomiques à l'échelle du quotidien du citoyen vivant en Côte d'Ivoire? La retombée, c'est de faire en sorte que le secteur privé se sente bien en Côte d'Ivoire et investit davantage. Nous sommes autour de 62% d'investissement privé dans le total des investissements faits en Côte d'Ivoire et que notre objectif, conformément à nos instructions du président de la République, c'est d'atteindre 70% d'investissement privé dans le total d'investissement fait en Côte d'Ivoire. Il faut davantage d'emplois décents, d'emplois rémunérés, et pas seulement dans le secteur public, mais principalement dans le secteur privé. Désormais, l'économie ivoirienne est sur les rails. La Côte d'Ivoire reprend goût au développement. Et pour bien d'experts, cette avancée doit être consolidée par une forte implication des nationaux dans la croissance économique. Je vous propose maintenant de prendre la direction du Mozambique. Dans les tavernes des quartiers populaires de Maputo, les clients s'enthousiasment de plus en plus pour l'Impala, une bière au manioc bon marché commercialisée depuis 4 ans pour conquérir le marché des zones rurales et périurbaines, dominé jusque-là par les bières artisanales. En novembre 2011, Sab Miller lançait au Mozambique la première bière commerciale composée à 70% de manioc. Son nom, l'Impala, comme l'antilope qui peuple les savanes d'Afrique australe. 4 ans plus tard, avec 100 millions de bouteilles vendues, c'est la 3e bière la plus consommée au Mozambique. Le choix du manioc n'est pas un hasard. Il vise à substituer au malt importé d'Europe ou d'Afrique du Sud, une culture présente en abondance au Mozambique. Le lancement de la bière Impala a été une révolution pour l'industrie de la bière au Mozambique et pour les agriculteurs également, car cela a permis de donner une valeur commerciale à un tubercule qui jusque-là n'en avait pratiquement pas et que les agriculteurs utilisaient uniquement pour se nourrir. D'après l'entreprise, 7500 agriculteurs vivent de la production du manioc nécessaire à la fabrication de l'Impala. Comme ici, à Ribawe, au nord du Mozambique. Les tubercules sont transformés sur place en une pâte blanche afin de permettre leur transport. Le problème avec le manioc, c'est qu'il commence à pourrir immédiatement après avoir été ramassé. Donc il faut le transformer très rapidement. Ce sous-traitant néerlandais, Datco, achète tout le manioc que les paysans sont en mesure de produire et les accompagne pour qu'ils améliorent leur productivité. Mais certains paysans restent mécontents du prix d'achat. Nous souhaitons que les chefs qui viennent ici augmentent le prix au moins à 5000 métiquets la tonne. À 1500 la tonne, pour nous, il n'y a pas de bénéfice. De son côté, Datco estime que la situation va évoluer sur le long terme. L'entreprise souhaite que les producteurs de manioc passent d'une agriculture de subsistance à des marchés de grande échelle. Le problème, ce ne sont pas les prix, ce sont les volumes qui doivent augmenter. Et avec de plus grands volumes, ils vont commencer à gagner de l'argent. L'Impala est vendu surtout dans les zones rurales, pour 35% moins cher que les bières à base de malt. L'idée est de faire concurrence aux productions artisanales qui présentent souvent des dangers pour la santé des consommateurs. D'ici 3 ans, Cervejas de Mozambique espère doubler le volume de production et le nombre d'exploitants agricoles. L'Impala deviendrait alors la bière la plus consommée au Mozambique. Retour à l'actualité nationale avec cette information du Conseil constitutionnel. L'institution informe la communauté nationale et internationale qu'elle procédera demain, lundi 2 octobre 2015, à la proclamation solennelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle, scrutin du 25 octobre 2015, ce lundi donc à 10h à son siège ici au plateau, 22 boulevard Card. En attendant,
Cette proclamation des résultats définitifs de la présidentielle, les militants du RHDP célèbrent la victoire de leur candidat sur la base des données de la CEI. Ce fut le cas à Odiéné où la réélection de Alassane Ouattara a suscité un rassemblement festif. Mamadou Kouassi. Le dimanche 25 octobre dernier, elles étaient nombreuses, ces populations de la région du Kabadougou, à prendre d'assaut les bureaux de vote. Avec un taux de participation d'environ 90%, le Kabadougou a élu le candidat unique du RHDP à 99,23%. Malgré ce résultat, il fallait attendre encore les résultats de chaque région de la Côte d'Ivoire ainsi que les bureaux de vote à l'étranger pour avoir tous les résultats provisoires de la commission électorale indépendante. Que l'attente fut longue pour ces populations. Mais quand ce mercredi 28 octobre à 4h du matin, le président de la CEI annonce la victoire du candidat du RHDP à plus de 83%, c'est la joie à Odiéné. Cette ambiance carnavalesque s'est poursuivie jusqu'au petit matin. Autorités municipales, politiques ainsi que les différentes franges de la population d'Odiéné ont effectué une parade dans les rues. Mégaphone à la main, il s'agissait pour le maire de la ville d'Odiéné d'exprimer sa reconnaissance à sa population pour la réélection du président Alassane Ouattara. Nous restons le bastion du RHDP pour lui, nous sommes avec lui, nous resterons avec lui et nous serons toujours avec lui parce qu'il est la solution pour la Côte d'Ivoire et avec lui, la Côte d'Ivoire deviendra émergente et le quotidien des Ivoiriens va s'améliorer. Après ces festivités, d'autres cérémonies de remerciement à la population du Kabadougou sont prévues par les cadres, ainsi qu'un moment de spiritualité pour traduire leur reconnaissance à Allah pour la bonne ambiance qui a prévalu au cours de cette période électorale, mais aussi pour la victoire du président Alassane Ouattara. Même son de cloche à Gboville, à quelques kilomètres d'Abidjan. Là-bas également, les militants du RHDP manifestent leur joie suite à la présidentielle remportée par le président Ouattara. Mamadou Kouassi. La région de l'Agnébitiassa, 61,01% de voix. Et le département d'Agboville, plus de 54% de voix au sortir du scrutin du 25 octobre 2015. Un second mandat accordé au candidat du RHDP Alassane Ouattara et pour la direction régionale de campagne RHDP de l'Agnébitiassa, il faut dire merci aux populations. Erimakoudjé 1, gros village du département d'Agboville, est choisi. Et pour l'occasion, plus de 300 chefs de village ont répondu présents à l'appel de la délégation, la même qui le 19 septembre dernier avait sollicité la bénédiction de tous les villages Abé et Kobou. L'honorable Nago Lucas, au nom des cadres, et le maire, le colonel Ncho Albert, ont félicité les populations qui ont su faire preuve de dépassement. Ils promettent désormais unir leurs forces pour sortir la région de sa léthargie. Ce à quoi s'est solennellement engagé le chef de délégation, le président du conseil régional, l'honorable Mbolo Nado Antoine. Bénédiction de la chefferie et ambiance festive, autre temps fort de la cérémonie qui, notons-le, va être réédité dans les autres localités de l'Agnébitiassa les semaines à venir. Le secrétaire exécutif du PDCI-RDA a rencontré les chefs traditionnels du département de Gagnoa. Maurice Kakou-Gikawe est allé remercier les chefs traditionnels du département pour le climat de paix dans lequel se sont déroulées la campagne électorale et le scrutin présidentiel. Thérèse Tapeyoué. Ils étaient 165 chefs traditionnels du département de Gagnoa à être reçus par leur fils Maurice Kakou-Gikawe. À cette tête couronnée, le secrétaire exécutif du PDCI-RDA a exprimé la gratitude du président du PDCI, Henri Konan Bédié, et surtout celle du président Alassane Ouattara pour le climat de paix avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Auparavant, Joseph Gadji, porte-parole des chefs traditionnels du département de Gagnoa, a demandé aux cadres de tourner définitivement le dos à la division, car, a-t-il dit, l'heure est désormais au développement des régions. Commencer par un volet purement traditionnel au domicile du chef de village de Garayo, Denis Koudou, la cérémonie s'est achevée par une visite du siège local de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, toujours au quartier Garayo. Après les chefs traditionnels BT, Maurice Kakou-Gikawe a rencontré au quartier Baoulé-Bougou tous les chefs coutumiers baoulés résidant à Gagnoa pour leur exprimer aussi la gratitude et la reconnaissance
du président du PDCI Henri Konan Bédié et du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Autre grand titre de ce journal, le Fonds monétaire international, FMI, qui renforce le système sanitaire ivoirien. Cela à travers des ambulances médicalisées multifonctionnelles. Les 31 régions sanitaires du pays devraient être servies. Quelques-unes sont arrivées à Abidjan. Première région sanitaire à recevoir l'ambulance médicalisée multifonctionnelle, celle du Bélier dans le centre du pays. La remise a été effectuée par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Léon Brault. Ce camion n'est pas destiné au transport de marchandises, encore moins de passagers. C'est un hôpital complet parce que comprenant entre autres une unité de médecine générale, de gynécologie, de chirurgie. C'est la première des ambulances médicalisées multifonctionnelles acquises par le gouvernement auprès du Fonds monétaire international, FMI, pour renforcer le système sanitaire ivoirien. En la remettant à la région du Bélier, la ministre de la Santé a insisté sur son utilité, faciliter le contrôle épidémiologique par le dépistage et la prise en charge en tout point du territoire de cette région bénéficiaire de toutes sortes de maladies. Un moyen donc pour approcher la santé des populations. Cette unité mobile de soins, à l'intérieur, comme vous avez pu le voir, nous avons une salle d'accouchement, nous avons 2 postes de consultation de médecins pour justement tout ce qui est surveillance épidémiologique. Ça fait partie de ce que nous avons reçu comme appui lors de la lutte contre la maladie à virus Ebola par les partenaires privés. Jusqu'au mois de mars, nous attendons 31 autres unités mobiles d'hospitalisation et de soins pour couvrir toutes les régions en Côte d'Ivoire. Cette autre ambulance remise au centre de santé urbain de Morofé est destinée à l'évacuation des accidentés de la route et autres cas graves de maladies. Des dispositions dans le prolongement de 2013, année de la santé, pour atteindre l'émergence, toujours selon la ministre Raymond Goudou Kofi. Cette cérémonie de remise d'ambulance est couplée de séances de consultation et de dépistage de l'hypertension artérielle, la cataracte, la hernie, etc. La diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis se mobilise à son tour pour le projet de construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Un dîner gala a été organisé par l'association Deniba, une structure basée au pays de l'oncle Sam. L'événement a permis de mobiliser plus de 4 000 $ américains. Mamadou Kwasi. Malgré la distance, ces femmes membres de l'association Deniba de New York se sentent intéressées par le projet de réalisation d'un hôpital mère-enfant dans la commune de Bingerville par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Elles apportent une contribution de 4 000 $ américains, soit 2 millions de francs CFA pour soutenir ce projet. Pour ces femmes de différents secteurs d'activité d'obédience politique et religieuse différentes, il faut s'inscrire dans la nouvelle ère de développement instaurée par le président de la République Alassane Ouattara. Pour Assetou Doucouré, ses sœurs, peu importe le montant, mais le plus important pour elles, c'est la réalisation de cet ouvrage qui viendra soulager de nombreuses femmes et leurs familles. Toutes les femmes, vraiment d'adhérer à cette ONG pour qu'on soit plus nombreuses, pour qu'on puisse faire de grandes choses au pays, aux côtés de la première dame que je nomme Dominique Ouattara. Parce qu'elle fait déjà beaucoup pour les femmes, pour les enfants. Et nous devons aussi la soutenir. Ça veut dire quoi? Où elle peut donner 1 milliard, là. Même si nous avons 1 000 $, là, elle nous dira merci. L'initiative de l'association Deniba est saluée par le représentant du ministre d'État, Albert Barbouito, parrain de la cérémonie. Le docteur Famoussa Koulibaly a félicité ses compatriotes pour l'esprit de solidarité et d'union qui règne entre eux dans ce pays. Le directeur du cabinet adjoint du ministère d'État, ministère du Plein Développement, a indiqué que ce second mandat du président Alassane Ouattara sera consacré à l'amélioration des conditions de vie des populations avec la satisfaction de tous leurs besoins. Une couve-norme au service des enfants et de la mère au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons que souscrire à cela et je voudrais vraiment dire bravo à Madame la Présidente Doucouré et lui dire que nous la soutenons dans cette œuvre caritative en faveur des plus démunis. Famoussa Koulibaly leur a demandé également de rentrer au pays afin d'investir pour contribuer au développement de la nation ivoirienne. Des propos soutenus par le consul général de New York et par l'adjoint ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies qui félicite l'effort des femmes de cette association. Il les invite à renforcer davantage l'esprit de fraternité et de cohésion qui règne entre elles. Le magazine de ce dimanche 1er novembre avait pour invité sur nos antennes François Bravo du groupe Alliance Internationale. Il a évoqué avec Alvorassa la médecine de proximité en Côte d'Ivoire. Un extrait. C'est un guide que nous avons mis en place
et qui a pour but essentiel de renseigner et d'orienter toute la population vivante en Côte d'Ivoire. Et cela dans le but de pouvoir trouver un centre de santé à une heure tardive au cas où vous avez besoin d'une intervention, peu importe le problème de santé que vous pouvez connaître. Cela a eu la collaboration, comme je l'ai dit, des établissements déjà existants. Vous savez, on a un problème, on a toutes ces structures sanitaires qui existent en Côte d'Ivoire, mais la population ne sait pas ce que ces structures offrent comme service. Est-ce que vous voyez? Donc pour nous, il était déjà nécessaire de prendre attache avec ces structures déjà existantes, que ce soit privées comme publiques, afin que nous puissions avoir ces informations pour les mettre à la disposition de ménages, de l'étranger, de toutes les populations qui ont besoin de ces informations pour s'orienter quand il y a une urgence. Nous pensons que le répertoire de la santé, ce travail, que cette innovation trouve sa place. Et nous appelons aux responsables des ONG à nous aider et à contribuer à permettre que ce répertoire soit dans chaque famille, soit à la disposition des communautés les plus faibles. On en vient à cette opération de désinfection et de nettoyage des points de volaille dans le district d'Abidjan. L'initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques, lancée le 6 octobre dernier. Après 3 semaines d'activité, l'opération s'est achevée hier dans les communes de Marcory, Trècheville, Port-Boué, Yopougon, Koumassi et Songon. Après l'étape des communes d'Adjamé, d'Abobo, du Cocody et du Plateau, le 6 octobre dernier, l'opération de désinfection et de nettoyage des points de vente de volailles se poursuit sur l'ensemble du district d'Abidjan. Ce samedi, c'est au tour des communes de Marcory, de Port-Boué, de Koumassi, de Trècheville, de Songon et de Yopougon d'accueillir l'équipe de désinfection pour leur second passage. Il s'agit d'une désinfection du marché et des tueries qui sont dans le marché. Voilà. Nous avons procédé à la première étape le lundi et nous sommes à la dernière étape aujourd'hui samedi. Ce n'est pas nocif. Cela concourt à l'hygiène des consommateurs et puis même des travailleurs, les revendeurs qui sont sur le marché. Voilà. Ça n'a vraiment rien à voir avec la grippe aviaire. Voilà. Cette opération d'une durée de 11 jours précédée d'une semaine de sensibilisation suscite l'adhésion des commerçants et des consommateurs. Donc c'est une bonne initiative. Ça a été difficile au début parce que fermer son commerce pendant 11 jours n'était pas une chose évidente, quoi. Voilà. Donc au départ ils n'ont pas voulu, mais avec plus de précision, d'explication, ils ont fini par comprendre. Au début, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de poulet, les gens venaient et se plaignaient. Et puis je me suis renseignée, on m'a dit non, que c'était pour faire le nettoyage du coin. Donc j'ai apprécié ça. Pour l'heure, les consommateurs des communes concernées devront attendre jusqu'au mardi 3 novembre prochain pour revoir les poulets dans les points de vente. Le grand marché de la ville de Tanda, dans l'est du pays, c'est dans la région du Gontougo, a brûlé dans la nuit du vendredi à samedi. L'incendie déclenché aux environs de 19h n'a pu être maîtrisé qu'au petit matin, faute de la présence d'une caserne de sapeurs-pompiers dans la région, causant d'importants dégâts matériels, mais heureusement, pas de perte en vie humaine. Mamadou Kouassi. Voici ce qui reste du grand marché de Tanda. À l'origine de ces désastres socio-économiques, un incendie déclenché aux environs de 19h le vendredi 30 octobre dernier. Pendant toute la nuit, les flammes ont consumé les articles et autres bâtiments de ce marché. On est arrivé, on ne pouvait plus rentrer dans le marché. Mais vraiment, la population est venue, on a essayé de casser, mais vraiment, on ne pouvait pas rentrer dedans. Puisqu'il n'y a pas de sapeurs-pompiers ici, on ne savait pas. Bon, comme le magasin était fermé, encadenant et autres, là, puis c'est vers nos côtés, là, le feu avait pris. Donc les gens essayaient de casser le magasin pour sauver, mais ils n'ont pas pu. La cause de cet incendie demeure encore inconnue. Mais les flammes n'ont rien laissé sur le passage. Pas de perte en vie humaine, mais le bilan économique est lourd. Une perte matérielle estimée à des centaines de millions de francs CFA. Mes appareils sont perdus. Qu'est-ce que tu as perdu? Bon. Dans le magasin, j'ai des woofers avec les jeans, des ventilateurs, les montres, etc. Avec les calculatrices. Tout ça, c'est pour les élèves. On le vend. Tout est perdu. Les commerçants encore sous le choc ont reçu la visite du ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, cadre de la région, et par ailleurs président du conseil régional du Gontougo. Accompagnés d'autres cadres de la région, ils ont exprimé leur réconfort aux sinistrés.
Ce que nous demandons à nos parents, c'est d'avoir beaucoup de courage face à cette douleur que tout un chacun. Et je pense que le nécessaire sera fait pour pouvoir construire cette partie du marché. C'est le lieu de dire à nos parents aussi, à nos frères commissaires commerçants, il est nécessaire qu'on puisse s'assurer. Une réunion est donc prévue ce lundi 2 novembre avec le corps préfectoral et l'ensemble de la population pour la mise en place d'un plan d'urgence pour relancer les activités de ce marché, principal levier économique du département de Tanda, situé dans la région de Gontougo. À l'étranger, l'avion de ligne russe qui s'est écrasé avec à son bord 224 personnes s'est disloqué dans les airs avant de toucher le sol, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions. Information donnée ce dimanche par le chef des experts aéronautiques russes. L'hypothèse d'une dislocation en vol était déjà considérée comme la plus plausible par les experts au vu de la dispersion des débris. L'avion avait décollé samedi de Sharm el-Sheikh, station balnéaire sur la mer Rouge située à la pointe sud de Sinaï, et se rendrait à Saint-Pétersbourg en Russie. Sa trace a disparu des écrans radars une vingtaine de minutes après le décollage. Et puis, 11 civils ont été blessés ce matin dans une attaque suicide à l'explosif d'éléments du groupe terroriste à Boko Haram. L'attentat a eu lieu dans la région du lac Tchad. Annonce faite par le gouvernement tchadien dans un communiqué. L'attaque a frappé le poste de l'armée tchadienne à Bougouma, où vivent militaires et civils dans la région du lac Tchad. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de week-end sur RTI 1. L'information continue sur l'application RTI Mobile.